Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous dans quelques instants, on va parler du 11 septembre avec le journaliste Julien Belvert avec un document exceptionnel ce soir à voir sur TMC. Ce sera dans un tout petit temps. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Julien Belvert. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, chroniqueur dans l'émission Diane Barthès quotidien. Et ce soir, un document exceptionnel. Vraiment, moi j'ai été happée du début à la fin sur les attentats du 11 septembre. Vous revisitez le 11 septembre. C'est une manière de revivre le 11 septembre à travers les médias qui ont suivi. C'est le parti pris. Oui. Il y a eu beaucoup de documentaires évidemment sur le 11 septembre depuis quelques jours pour l'anniversaire, pour les 20 ans. Et nous, le parti pris, c'était de revivre cette journée, uniquement cette journée, pas avant, pas après, un tout petit peu avant, un tout petit peu après, mais au travers des médias, en France et aux États-Unis, et avec les acteurs qui l'ont couvert en France. Et j'avoue, on va en reparler, je me suis dit, bon, encore un documentaire sur le 11 septembre, mais non, ce n'est pas encore un documentaire sur le 11 septembre, c'est un angle extrêmement original, c'est très fort, franchement, moi j'ai eu la chair de poule en le voyant, en revoyant ces images, et je pense qu'on se souvient tous, évidemment, c'est un peu banal de le dire, où on était, vous étiez où ? Moi j'étais en cours, j'avais 20 ans, j'étais dans le sud et j'étais en cours, et évidemment j'ai toutes les images en tête, j'en ai redécouvert certaines, évidemment grâce à ce doc, mais j'avais pas mal de souvenirs assez précis de cette journée-là. Mais à l'école, on vous a pas fait sortir, vous avez été jusqu'à la fin de vos cours ou pas ? À l'époque, il n'y avait pas tous les portables, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les push, donc évidemment, on n'avait pas les infos. On nous a dit, il se passe un truc aux États-Unis. Il y avait une télévision dans l'école où j'étais, on a pu voir les premières images. Ah oui. Et ce jour-là, ça se terminait assez tôt mes cours, donc je suis rentré chez moi, j'ai mis France Info sur le chemin et je suis arrivé chez moi et je suis resté collé devant ma télé jusqu'à minuit. Comme tout le monde. On va en reparler dans un instant. Aujourd'hui s'ouvre un autre procès, celui des attentats du 13 novembre. Gilles, et la question du jour, justement, on s'est demandé, parce que dans l'émission Média, on parle télé, on s'est demandé si, comme aux États-Unis, par exemple, ce procès devrait être diffusé à la télévision. Est-ce que cet événement qui a touché tous les Français, est-ce qu'un jour, on aura des procès, non pas archivés, puisqu'il va être archivé, il va être filmé, mais est-ce qu'on pourrait suivre sur une chaîne ce procès en direct et que les Français soient témoins en entier de ce procès? Vous pouvez voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous dites oui à 58%, une majorité de nos auditeurs nous disent qu'ils aimeraient bien voir le procès diffusé par la télévision. Vous en pensez quoi, vous, de ça Je pense que c'est un peu tôt peut-être pour le diffuser en direct en tous les cas. 50 ans c'est trop tard parce que c'est la loi, a priori, à part s'il y a une dérogation. 50 ans ça me paraît un peu tard, mais il va y avoir une espèce de web radio là pour les parties civiles. Ça va être intéressant parce qu'évidemment des sons vont entre guillemets fuiter. Donc je pense que l'ambiance qu'on saisit pas forcément lors d'un procès, on va la ressentir. On va la ressentir. Alors on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Ça y est Valérie, ça y est, l'équipe de France a gagné un match. C'était hier sur TF1. C'était contre la Finlande, on peut pas non plus. Il faut pas. Bon, mais 2-0 quand même. Du coup, Karim Benzema, vous savez, qui a fait son grand retour. Hier soir, il est resté sur le terrain et il a salué le public. C'était en direct sur TF1. Et on vient avec le sourire en direct du côté du Groupama Stadium de Lyon. Le sourire, on l'avait un peu perdu avec les Bleus et on profite de ces images. Oui, les Bleus sont imposés 2-0 ce soir contre la Finlande. Benzema n'a pas marqué, mais cette image, elle est belle du Lyonnais de naissance qui a fait un tour d'honneur comme tous les joueurs français pour remercier la magnifique ambiance ce soir du côté de Lyon. Valérie et Julien, écoutez bien le son qui arrive. Il s'agit de Dorothée Oliéric, qui est la correspondante et l'envoyée spéciale à Kaboul. Et elle a détaillé hier dans le 20h de France 2 le gouvernement des talibans. Ça fait froid dans le dos. On retrouve en direct de Kaboul notre envoyée spéciale Dorothée Oliéric. Dorothée, la liste des ministres a de quoi faire frémir le FBI notamment. Effectivement, je vais vous donner un exemple. Le ministre de l'Intérieur, c'est Serajoudine Haqqani, membre du réseau Haqqani, réputé proche d'Al-Qaïda, qui a organisé des attentats suicides, qui a pris en otage des Occidentaux. Et les Américains offrent toujours une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. Et puis, le Premier ministre, c'est un proche du Mollah Omar, le fondateur des talibans. Le fils du Mollah Omar est ministre de la Défense. Et il n'y a pas de femmes, aucun ministère pour les femmes, pas non plus à des personnalités de l'Ancien Régime. Et il y a une nouveauté, c'est le ministère du Bien et du Mal. Ça rappelle les heures sombres en 1996,
où le régime taliban avait instauré pour la première fois un ministère de la lutte contre le vice et de la promotion de la vertu. Merci Dorothée. Le ministre du bien et du mal. Et hier, on a pu voir dans Quotidien, d'ailleurs, un de vos correspondants qui avait reçu des balles dans son hôtel. C'était assez impressionnant. Oui, c'est Wilson. Il vient de nous rejoindre dans la rédaction. Et il est en Afghanistan. Il a la chance d'être en Afghanistan et de nous ramener des images. C'est un peu compliqué, les liaisons internationales. Donc, c'est souvent des images envoyées par WhatsApp. Voilà. Mais on est assez content qu'il soit sur place pour pouvoir nous raconter ce qui se passe là-bas. C'était impressionnant hier, les balles dans sa chambre. Dans son hôtel, oui. Dans son hôtel. Après l'appel de François Valéry à la guillotine pour certains médecins, infirmiers ou pharmaciens, hier le docteur Sebag sur RMC Découverte a confié que lui, il avait peur. Mais c'est quoi notre crime? C'est de dire la science, c'est d'expliquer, c'est de donner des chiffres, montrer la réalité. Sur les réseaux sociaux, on reçoit des choses, c'est incroyable. Je veux dire, c'est quoi? Moi, j'essaye de vacciner les gens, je suis à l'hôpital, j'essaye de voir, je dis la réalité. Pas de ma faute si 80% des gens qui sont en réanimation aujourd'hui ne sont pas vaccinés. On est montré du doigt aujourd'hui. Je vous assure, ça fait très 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 peur et c'est pour ça que l'intervention de mon confrère Jérôme Marty aujourd'hui, mais oui, il y a un petit peu peur, moi j'ai peur. Oui. Il y a eu une conférence de presse hier de Jérôme Marty. Vous recevez parfois des menaces ou des insultes quand... C'est essentiellement sur les réseaux sociaux, ça peut arriver parfois sur certains sujets qui sont un peu corrosifs, mais on est assez épargné. Oui, plutôt. Tiens, un copain, vous, Julien Belver, Pierre Laroutourou, ça vous dit quelque chose, monsieur Pierre? Paul Laroutourou. Paul, Pierre, c'est voilà, exactement. Paul Laroutourou qui a rejoint Rutel Krief sur LCI. Bon, il est toujours en train de faire le trottoir avec son micro. Il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Et il a rencontré Valérie Pécresse, il l'a fait chanter. Bonsoir Madame Pécresse, nous recevons Xavier Bertrand ce soir dans Route 2022. Est-ce que vous avez un message à lui adresser? Je pense à la chanson d'Aznavour. Vous savez, nous nous reverrons un jour ou l'autre. Il la joue trop perso, Xavier Bertrand. Comment vous jugez sa candidature? C'est ça? Vous avez juste envie de chanter Charles Aznavour? C'est ça, juste ça. Merci. Merci Paul. Nous nous retrouverons un jour. Évidemment, et le plus tôt sera le mieux. Vous avez vu l'info? Vous avez vu? Il a dit qu'il allait se retrouver avec Valérie Pécresse et que plutôt sera le mieux. Il est trop fort, ce Paul Laroutourou. Vous aussi, des fois, vous avez envie de quitter? Vous avez des propositions ou pas? Non, moi je suis hyper bien où je suis. Moi, c'est ma 5e saison là qui démarre, donc je suis un peu une vieille plante de quotidien. Mais non, je suis très heureux où je suis. On a la chance de faire une quotidienne, vous savez ce que c'est, et c'est quand même assez précieux. 19h30 médias tous les jours, donc sur TMC. Donc ce soir, un documentaire exceptionnel, un document... Quoi? J'avais un dernier son. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave, on a un peu de retard. Oui. Ça doit être encore une chanson naze. C'était quoi, alors allez-y. Non, c'était le biopic d'Aretha Franklin. C'est pas mal, Aretha Franklin qui sort, respect. Oui, on va passer au septembre. Déjà vu, voilà, c'est un peu déjà vu. Document, donc je le redis, mais j'avais hâte d'en parler avec Julien Belver parce que j'ai été encore une fois scotché par les images. Je trouve que le montage est d'une précision et d'une efficacité incroyable. Donc je refais mon lancement 19h30 médias. Ça s'appelle 19h30 21h médias. Donc c'est une sorte de version grand format de ce que vous avez l'habitude de faire à 19h30 avec un sujet qui est le 11 septembre vu par les médias. Absolument, c'est une déclinaison un peu XXL de ma chronique quotidienne sur Quotidien où on traite l'actualité au travers des médias qui l'ont développé dans la journée. Donc là, c'est un seul sujet, c'est le 11 septembre qu'on a découpé en plusieurs chapitres. Il y a 7 chapitres. Et l'idée, c'est de raconter cette journée complètement dingue. Pas forcément après, donc on raconte pas les théories du complot, etc. Mais c'est vraiment se concentrer sur cette journée folle au travers de tous les médias qui l'ont couverte en France, mais aussi aux États-Unis, parce que on a des souvenirs peut-être un peu assez précis de ce qui a été dit, de ce qui a été fait sur les chaînes françaises, un peu moins sur les chaînes américaines. Et c'est évidemment là où ça se passe. Et les séquences sont absolument dingues. Oui, parce des images d'un journaliste de CBS qui a filmé au pied des tours. Il y a un médecin aussi qui est fan des tours jumelles. C'est des images... Ces images sont absolument terrifiantes et dingues. Elles n'ont pas été diffusées tout de suite aux États-Unis. Ça a mis plusieurs semaines, voire quelques mois avant qu'elles finissent par sortir. Mais ces images sont folles parce que pendant plusieurs heures, évidemment, les plans sont fixes sur les deux tours, sur toutes les chaînes américaines, sur toutes les chaînes françaises. En fait, pendant des heures, on s'en souvient pas trop, mais c'est vraiment des images fixes. Et après, quelques mois après, arrivent ces images et Marc Laganga, qui est reporter pour CBS, se trouvait ce jour-là au pied des tours et il va filmer l'effondrement des tours.
Et ça, c'est assez fou. Et puis, c'est surtout la première fois qu'on voit sous les yeux un événement en direct. On a vécu l'attentat. C'est le premier breaking news de l'histoire. Breaking news dans l'ensemble, dans le monde entier. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est de voir, enfin aujourd'hui avec le recul, 20 ans après, c'est qu'on pense à un accident. Au départ, c'est un accident. Il n'y a pas un moment où on se dit c'est un attentat. Bon, le deuxième avion, c'est à partir de là que les journalistes commencent à changer. Oui. Et Pujadas, d'ailleurs, s'explique sur son génial, qui a beaucoup fait parler quand il voit la première image en disant chouette, il va se passer un truc. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait une caméra de Canal+ qui le suivait. David Pujadas était un peu la nouvelle star du 20h. Il était sur LCI. Il venait d'arriver sur France 2 depuis quelques semaines à peine et arrive le 11 septembre. Et ce jour-là, donc, une caméra de Canal est là. On a pris le parti d'ailleurs de rediffuser quasi en intégralité ce sujet. Et il a cette réaction devant les premières images. Waouh, génial. Évidemment, ça lui a été beaucoup reproché. Il y était revenu dessus. Il revient dessus pour nous. Mais ce qui est intéressant de voir aussi ce soir, c'est que les autres journalistes de l'époque, Michel Moutot aux États-Unis, formidable, correspondant de l'AFP, super correspondant, et Thomas Legrand arrivent à raconter de leur excitation journalistique à l'époque, parce que ils ont l'impression qu'ils vivaient quelque chose d'historique, que ce sont eux qui vont raconter cet événement historique, et donc forcément, il y a forcément une excitation, peut-être la même que David Pujadas sur France 2. Ouais, on va pas révéler, en même temps, ce sont des images qu'on connaît, mais il y a vraiment dans la narration du document quelque chose qui nous prend aux tripes, vraiment, parce qu'on sent que et Thomas Legrand, Élise Lucet, David Pujadas, Michel Moutot et Laurent Saïm sont toujours habités par émus et que c'est vraiment une émotion. Ils revivent ce moment et c'est pas fin du tout. Ils sont hyper émus et ils ont des souvenirs extrêmement précis de cette journée. En même temps, ils ont tous vécu des moments exceptionnels. Thomas Legrand, il était dans la rue quand le premier avion percute la tour. Laurent Saïm, elle était dans un avion. C'est quand même fou. Elle était dans un avion quand le premier avion percute la tour. Elle le voit à travers son hublot. Elle doit atterrir à l'aéroport de New York. Mais le pilote remet les gaz parce qu'il ne peut plus atterrir, c'est interdit d'atterrir dans les aéroports près de New York. Michel Moutot, c'est la première dépêche AFP, c'est lui qui la rédige, et évidemment Élise Lucet et Pujadas vivent les choses très différemment parce qu'eux, ils sont en studio à Paris. Oui, et puis on vous découvre aussi un extrait, moi je ne savais pas, du pool de journalistes qui est dans l'avion à ce moment-là, dans Air Force One, où il y a une journaliste qui est dans l'avion qui témoigne dans ABC. Puis un autre extrait très fort de ce documentaire, c'est que vous expliquez pourquoi, et je vais vous laisser l'expliquer, pourquoi on ne voit pas les morts. Oui, alors je ne sais pas si je vais vous l'expliquer parce que je trouve que Michel Moutot l'explique super bien. Et il faut regarder ce soir. Mais en effet, il y a un truc qui nous a sauté aux yeux quand on a revu ces images, c'est qu'il n'y a aucun mort, aucun corps, aucun blessé, aucun brancard. Et ça nous a un peu perturbé parce que moi, j'avais pas le souvenir précis de ce moment-là. Et donc, on a posé la question à nos intervenants et on a des explications extrêmement précises. Qui font froid dans le dos. Qui font froid dans le dos. Et notamment, Laurent Saïm nous explique pourquoi les journalistes américains ont pris le parti de ne pas montrer les blessés, les images, alors qu'en France, en revanche, on a diffusé les fameuses images de ces personnes qui ont fait le choix de sauter des tours avant d'être tués par les incendies, les explosions. Alors, je vous propose d'écouter le teasing que vous avez remonté un petit peu, la bande-annonce qui va vous donner on a fait une version radiophonique. On a fait une parce que c'est visuel. Mais écoutons, ça va vous donner une idée un petit peu du ton. Oh my God, another plane has just hit another building. Nous interrompons nos programmes. Ce serait un attentat selon les médias américains. Des scènes d'apocalypse, de guerre même. Yo! Oh my God! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me souviens être pétrifié par ce que je voyais. Tout d'un coup, on réalise qu'il se passe quelque chose d'inimaginable. On a conscience à ce moment-là que le cours de l'histoire va changer. Today, we've had a national tragedy. May God bless the victims, their families, and America. Voilà. Ce qui ressort aussi des interviews, c'est que les journalistes sont dépassés par l'événement. Ça, c'est une chose qui est assez frappante dans ce qu'ils racontent. Ils sont dépassés par l'événement. Et il y en a, je crois que c'est Thomas Legrand qui dit on se sent pas à la hauteur. Exactement. Ouais, ils se sentent dépassés par l'événement. Ils sont persuadés qu'ils ont fait certains du mauvais travail. Thomas Legrand, par exemple, nous l'explique assez précisément. Franchement, on a réécouté tous ces flashs. Il a fait du bon boulot à l'époque, mais c'était tellement exceptionnel, c'était tellement jamais vu. Il n'avait tellement jamais couvert ce type d'événement que c'est très difficile de trouver les bons mots, c'est très difficile de trouver le bon récit. Et surtout, à l'époque, il y a très peu d'infos, en fait, parce que, évidemment, on a ces images en direct, mais on ne sait pas ce qui se passe. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Ça va prendre plusieurs heures avant de comprendre qui se cache derrière et la chronologie des événements. Au début, c'est simplement un accident. Ils ne savent même pas que c'est un avion de ligne. Ils pensent que c'est un petit avion. Ça va changer aussi les médias.
C'est aussi le point de départ de quelque chose dans le traitement de l'information. Oui, c'est le point de départ d'une nouvelle façon de fabriquer de l'information, parce que c'est vraiment le premier breaking news de l'histoire, et donc les médias ne sont pas du tout armés pour traiter ce genre d'événement. Alors le mieux armé, c'est David Pujadas. Pourquoi ? Parce qu'il vient de LCI, et forcément LCI, il avait l'habitude du breaking news, donc il arrive sur France 2, il sait un petit peu jongler avec peu d'images, avec peu d'intervenants, avec peu d'informations, mais la plupart des journalistes sont un peu désemparés parce qu'ils savent pas faire. Ils savent pas faire. Et depuis ce jour-là, d'ailleurs, des procédures ont été mises en place au sein des rédactions, notamment à France Télévisions, pour qu'en cas d'événement majeur, il y ait tout un tas de procédures pour qu'on puisse tenir l'antenne. Et puis il faut savoir que, en fait, vous savez, les bandeaux qu'on a sur les chaînes info, ça vient du 11 septembre, puisqu'il y avait tellement d'infos et il y avait tellement de numéros et de choses à donner que c'est CNN le premier qui a mis les bandeaux au moment du 11 septembre, et le bandeau est resté tout le temps sur CNN depuis ce jour-là, puisqu'il y avait des infos qui continuaient les jours suivants, et le bandeau, l'origine des bandeaux d'infos vient du 11 septembre. Est-ce qu'il y aura d'autres 21h médias ? Bon, on espère. L'idée, c'est un peu un one-shot. On va voir comment le public le reçoit. On verra quelle sera l'audience demain matin à 9h02. Vous serez à attendre. Comme on le fait tous les jours pour Quotidien, évidemment. Et si ça a été bien reçu par le public, évidemment, on pense à d'autres numéros. Mais il faut trouver des événements suffisamment porteurs et surtout suffisamment fournis en termes d'images, parce que vu que vous avez vu, c'est 95% d'images. Il faut qu'on ait suffisamment de matière pour faire un récit médiatique, parce que c'est un peu la promesse, c'est le 21h média, et pas question de faire un documentaire classique. Toujours, c'est au travers des médias. Au travers des médias. Encore une fois, ce qui est fou, c'est de voir la puissance de ces images, et comme on est 20 ans après, reste toujours aussi fort. 20 ans après, sidéré, et c'est toujours aussi fort. Moi, je voulais savoir, par rapport à Quotidien, qu'est-ce qui a changé l'arrivée de TMC, entre TMC et ce que faisait le Petit Journal sur Canal+. Est-ce que la visibilité de TMC a changé la façon de travailler dans cette rédaction ? Alors moi, j'étais pas là à l'époque Petit Journal, à l'époque Canal. Moi, je suis à la deuxième saison de Quotidien. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que Quotidien est sur TMC, dans le groupe TF1, déjà en termes de durée, l'émission démarre à 19h15, finit à 21h15. Il y a 2-3 pages de pub au milieu, mais l'émission est beaucoup plus longue, beaucoup plus puissante, parce que les audiences sont assez énormes. L'année dernière, c'était la saison historique avec vous avez près de 2 millions, tous les soirs. Donc oui, en termes de puissance, on a gagné en passant au groupe TF1. Et quelle rencontre, parce que vous recevez des stars américaines, des comédiens. Timothée Chalamet hier. Oui, exactement. Quelle rencontre vous a marqué, ou quel personnage qui est venu sur le plateau depuis que vous y êtes vous a marqué ? Moi, bizarrement, c'est pas forcément les grosses rostars qui me marquent le plus. Bon, évidemment, l'une d'elles, Will Smith, était absolument énorme il y a 1 an et demi quand il était venu sur le plateau, parce que c'est vraiment la star américaine qui fait le show, qui soulève le public. C'était assez fou. Hier, Timothée Chalamet, évidemment. Quand on voit le nombre de personnes qui étaient devant le studio en train de l'attendre à la sortie, on se dit que bon, voilà, il compte. Et vous avez le temps de discuter avec eux, ou ils arrivent ? Oh non, ça va très vite. Vous savez comment ça se passe. Ils arrivent, ils font leur promo, ils repartent. Mais moi, j'aime bien Quotidien, parce qu'on reçoit beaucoup d'inconnus, on reçoit beaucoup d'historiens, on reçoit beaucoup de chercheurs, et bizarrement, ce sont souvent ces invités-là qui marchent le plus. Oui. Voilà. Parfois, moi, je regarde Quotidien, parfois il y a des invités, je me dis, tiens, c'est étrange, et puis en fait, ça cartonne, ça marche. Absolument. Ça marche très bien. Vous, quelle image vous retiendrez du 11 septembre ? Moi, l'image de ce qui vous a marqué. Moi, l'image que je retiendrai du 11 septembre, c'est vraiment la prise d'antenne, parce que pour moi, qui suis passionné par les médias depuis toujours, je trouve ça toujours assez fascinant, la prise d'antenne. Et la prise d'antenne à l'époque, c'est LCI, puisque le paysage médiatique français est assez restreint. Il y a juste 2 chaînes info, et je trouve que franchement, LCI a bien fait le job pendant plusieurs heures. D'ailleurs, l'antenne a été basculée sur TF1 après. Et c'est cette image-là que je garde en tête. C'est le premier breaking news de l'histoire et des médias français. Et vous étiez où le 11 septembre, Valérie ? Moi, j'étais chez moi, je m'apprêtais à aller chercher ma fille à l'école, et je me souviens que j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est la fin du monde. Enfin, franchement, j'allais faire des confitures, pour tout vous dire. Il était 4h. 4h moins le quart, et je me souviens très très précisément. Mais j'ai vraiment. On a tout ça en tête, cette journée. Vraiment en tête. Moi, j'ai pensé que c'était le début de la 3e Guerre mondiale. Moi, je me suis dit c'était le début du conflit, et que ça allait vraiment. J'avais allumé la radio. Effectivement, on n'avait pas forcément le réflexe télé à l'époque, et j'ai entendu un avion dans les tours. J'ai allumé, je suis tombée sur LCI, et là, j'ai vu le 2e avion arriver. Moi aussi en direct, je l'ai vu en direct. Ça. Regardez ce soir ce document, donc le 21h média ce soir.
soir sur TMC. Julien Belvert, c'est vous qui présentez et qui avez réalisé en partie avec votre équipe ce document. Merci à vous, à ne pas manquer donc sur TMC.